relativement à la récente déclaration patrimoniale ministérielle, n'êtes-vous pas surpris, si je puis dire, par la pauvreté relative des ministres? Car vous considérez au demeurant pour des vies politiques pleines et entières au fil desquelles des indemnités substantielles ont été reçues, comment se fait-il qu'à tel l'âge de 50, 60, voire 70 ans pour certains, qu'ils ne fassent état que d'un bilan patrimonial somme toute assez modeste? Merci monsieur. Derrière, vous pouvez partager le micro, alors on va prendre juste deux dernières questions, allez-y. Oui, bonjour, alors moi je suis étudiante à Sciences Po Strasbourg, et comme beaucoup, j'ai été choquée par les déclarations de Mediapart sur la terre qui est verte. Et c'est vrai que comment peut-on avoir encore confiance en nos politiques qui sont censés être nos modèles? Et je vais vous révéler quelque chose d'aberrant quand même, c'est que même à Sciences Po, on constate une véritable désillusion à l'égard du politique. Donc, la question c'est, au final, qu'est-ce qu'on attend de nous, quelle leçon en tirer? Parce que pendant toutes ces conférences, on a parlé de l'éducation, de la jeunesse, de l'engagement comme solution, mais maintenant il faut réfléchir à la mise en œuvre de ces solutions. Voilà, merci. Dernière question, monsieur. Merci. Ce matin, on a entendu sur toutes les ondes la bonne nouvelle sur ce que le gouvernement français avait obtenu sur l'accord de libre-échange de l'Union européenne et des États-Unis sur la question de la culture. C'est certainement une bonne chose. Beaucoup de gens de la culture étaient au Parlement européen cette semaine pour la question. Ce qui nous semble, enfin, quand je dis nous, je travaille au Parlement européen pour un certain nombre de députés qui se sont mobilisés, qui se mobilisent sur ce sujet, c'est ce qui va se passer aussi. Dans une partie de l'accord, d'abord, le mandat est absolument pas transparent. Et deuxièmement, c'est qu'on va revenir sur quelque chose qui se passait en France, c'est le rôle des tribunaux arbitraux. Bien plus que la question des normes, que la question de la culture, que tout ça c'est important, on continuera à le suivre, il faudra se bagarrer dans le mandat. Étant entendu qu'une fois que la négociation va être commencée, le Parlement européen n'aura plus à un moment donné qu'à dire oui ou non. Comment on se mobilise par rapport à ça? Comment on se mobilise par rapport à ces tribunaux arbitraux qui ont fleuri dans tous les accords d'application de tous les accords de libre-échange et qui sont soutenus par une série de cabinets juridiques. Donc, et comment, et votre collaborateur Ludovic Lamant a travaillé sur l'édiction de M. Dalli, comment on travaille pour aussi une rénovation démocratique dans la perspective des échéances qu'on va avoir au début de l'année prochaine, comment, là aussi, on est dans un manque de transparence et dans un point très affirmé de l'OTI, et comment on arrive à se remobiliser, pas seulement au niveau du politique et du mandat qu'on leur donne, mais aussi dans la mobilisation au quotidien, comme la société s'était mobilisée il y a 15 ans sur le premier projet d'accord multilatéral sur l'investissement. Merci monsieur. Merci pour vos réponses. Donc il y a la question de monsieur, il y a la pauvreté patrimoniale de nos ministres, je comprends, et puis il y a ces jeunes générations qui se lèvent, si on se retrouve finalement des acteurs de la politique. J'aurais répondu juste un mot, mademoiselle, parce que j'ai en effet pardonnez-moi, les défis de notre âge qui me posent assez souvent la même question que vous. Et j'ai envie de leur dire une chose simple, c'est vrai qu'il faut s'inquiéter. Et à l'instant, n'oubliez pas de replacer ça sur une vision à long terme. La marche de la démocratie, depuis le XIXe siècle, a été faite des phases d'affaissement et des phases de ressaisissement. Donc, au fond, il ne faut pas non plus imaginer que cette corruption généralisée, c'est la première fois. Je vous rappelle que les années 30 en France ont été des années de corruption infernale, y compris de la presse, puisque c'est la période de ce qu'on appelle la presse pourrie. Je vous rappelle que les ordonnances d'août 44 qui ont fondé la presse de l'après-libération, en effet, ont voulu, ce sont des textes d'ailleurs magnifiques, qui ont voulu fonder une presse vertueuse, capable d'échapper à la fois aux politiques et à l'argent, ce qui a été maintenant le cas, qui est de nouveau, nous avons connu des périodes de corruption. Donc en replaçant ça sur le long terme, disons que nous sommes dans une phase, c'est une expression d'Edgar Morin, des phases zoodémocratiques, et qu'il nous appartient à vous et à moi et à nous de tout faire pour que nous entrions dans une phase de ressaisissement. Donc déjà, c'est une manière un peu plus pragmatique et moins dramatisante de voir les choses. Et puis sur le fait que, en effet, moi j'étais comme vous surpris de voir que nos hommes politiques n'étaient pas très riches. Moi, je dois être assez idéaliste parce que j'ai une tendance avec moi, mais ça m'a plutôt fait plaisir qu'ils ne soient pas
milliardaires. Simplement, j'ai remarqué que ceux qui étaient assez pauvres, ils étaient en début de carrière. Donc j'espère qu'on ne va pas des chiffres comparables en fin de carrière. Je vais laisser Elisabeth répondre, ce sera la conclusion de nos échanges, parce qu'il y a d'autres débats qui suivent, parce que le niveau de l'autorité, de toute façon, il faut y aller à la salle encore, désolé. Je laisse Elisabeth conclure en répondant à ces questions. Et puis, je m'en demande maintenant, bon, c'est mon train, pardonnez-moi. C'était autrefois la confession que m'a fait Jean-Claude Thibault, une fois que ça a sorti. Bon, très rapidement, puisque le débat, d'abord, merci beaucoup au Nouvel Observateur d'organiser des rencontres comme celle-là, et merci de faire dans le journalisme solidaire. Ça aide et ça permet d'avancer dans le même sens. Sur les dernières questions qui ont été posées, celle sur la bataille qui commence sur cet immense traité de libre-échange, elle est très très importante parce que tout est fait pour opacifier tout cela, rendre tout ça très technique, très compliqué, très loin de l'intelligibilité de tout le monde. Et c'est tout un vrai problème d'arriver à... Et c'est comme, je dirais, les techniques de la finance mondialisée, c'est créer un univers dont on a le sentiment qu'on ne peut même plus le comprendre, donc du coup il nous échappe, donc on n'a pas pris, et donc du coup on rentre dans la servitude, parce qu'on a le sentiment que c'est trop lourd, un peu comme le disait Mademoiselle. Avant de répondre à Mademoiselle, deuxième question sur les patrimoines. Moi je ne mettrai pas la jauge comme ça en disant ils sont pas riches. Vous savez, je vous rappelle que quand même nous sommes dans un pays où la moitié des salariés gagnent moins de 1 500 € par mois. C'est ça la réalité quand même. La moitié des Français qui travaillent gagnent moins de 1 500 € par mois, sans compter ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, tels qu'on le calcule dans nos pays qui sont des pays favorisés, sans compter la précarité, la stabilité, etc. Donc être à 3 000, 4 000, 5 000, c'est des revenus déjà importants par rapport à la moyenne des salariés. J'étais pas très populaire dans ma direction au monde. Mediapart, c'est François Bonnet qui l'a dit, qui est vraiment le directeur éditorial, je suis plus le porte-parole du monde, ça m'a valu quelques mauvaises réputations. J'étais dans ce rôle d'un directeur de rédaction qui est censé bousculer, je disais aux journalistes, il n'y a pas marqué le monde, il faut que vous le prouviez que vous êtes les meilleurs. Et n'oubliez pas que si je regarde comment vous êtes payés, vous êtes parmi les 10% de salariés que ce pays est payé. Ah ouais. Faut rappeler ça. C'est des réalités, il faut se comparer et avoir conscience. Nous sommes des privilégiés, et ça, je n'ai rien contre qu'on s'enrichisse. Je ne pense pas que s'enrichir est en soi un mal. Je pense que ce qui est problématique, c'est si on n'a pas conscience de la solidarité nécessaire, et si on n'a pas conscience qu'on n'est jamais riche tout seul, qu'il faut rendre. Il faut donc payer ses impôts, il faut donc accepter la loi commune, etc. Enfin, sur Mademoiselle, je comprends tout à fait ce sentiment de désarroi. Nous l'avons, nous aussi. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait une dynamique. Elle n'est pas là. La dynamique, elle est passée ailleurs. Elle est passée dans des radicalisations extrémistes qui ont amené à la mort d'un jeune homme la semaine dernière. Ouais. C'est quand même cela qui se passe. Donc moi, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Nous sommes tous requis. Il n'y a pas d'avenir tracé. Mais nous pouvons pas, là où nous sommes, sans certitude. Les jeunes policiers qui vous disent mais je suis déprimé, je ne vois pas, etc. Oui, d'accord, mais bats-toi. C'est à toi d'inventer l'avenir. C'est vous qui le faites. J'ai cité quelques poètes. Je voudrais vous en citer un, Antonio Machado, qui est un poète républicain espagnol, mort en 1939 à la frontière, une fois passé la frontière franco-espagnole, pendant la défaite de la République espagnole qui annonçait l'ombre sur l'Europe et la barbarie et la catastrophe européenne. Et ce poème, c'est Caminante Noa et Camille. Toi qui chemines, il n'y a pas de chemin. Et la suite du poème, c'est de dire, toi qui chemines, il n'y a pas de chemin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir, ça veut dire que le chemin se fait en marchant. C'est toi qui l'inventeras en marchant. Nous sommes dans ce moment-là, nous sommes dans un moment de transition, d'opacité, de trouble. Et dans ce moment-là, nous n'avons qu'une chose à faire, inventer le chemin. Et l'inventer, étant simplement, il n'y a pas besoin de 1000 mots d'ordre. Depuis les catastrophes européennes,
ont été inscrites dans le préambule de notre Constitution, à la 4e République, puis ça a été gardé pour la 5e. Une formule qui n'existait pas depuis la Révolution française, dont les républicains la mettaient sur leurs affiches, mais elle n'était pas rentrée dans notre Constitution. Cette formule, c'est que la République française est démocratique et sociale, qu'elle ne fait pas de différence selon l'origine, la race et la religion, et qu'elle respecte toutes les croyances. Ah, c'est un mot d'époque. Eh bien, prenez ce programme-là. Une authentique République démocratique, une République démocratique sociale, une République qui ne fasse pas de distinction selon l'origine, de tri, d'inégalité, de hiérarchie, de persécution, de stigmatisation. Respectons ce programme-là. En soi, il est déjà révolutionnaire. Ben, faisons cette révolution-là. Voilà. Merci à Patrick Thibault d'avoir accepté de participer à ce débat dans le cadre des journées des collaborateurs, et merci à tous d'avoir été aussi nombreux à venir discuter, à venir participer, et bon courage à ceux qui arrivent qui avec des difficultés pour combien courage à eux.